Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire organisé par Synolia et son partenaire Adobe. Un webinaire qui va être consacré à l'omnicanalité et notamment une approche spécifique de l'omnicanalité, le commerce unifié. Alors, je vais prendre mon temps lors de cette introduction, voilà, pour laisser tous les participants nous rejoindre. Je vais être accompagné ce matin, et j'ai la grande chance d'être accompagné par Romain André, qui est directeur conseil chez Synolia. Bonjour Bonjour Clément. Romain. Alors Synolia, c'est une agence spécialisée dans la conception et l'implémentation de plateformes d'expérience digitale qui regroupe finalement tous les métiers nécessaires à un retailer. Donc on parle d'e-commerce, de CRM, de business intelligence, d'expérience client ou encore de marketing automation. Et avec nous aussi donc en partenariat Adobe. Adobe, est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter Adobe, je ne sais pas, mais en tout cas, Adobe est représenté ce matin par Thomas Follet, qui est Sales Manager France sur Adobe Commerce. Bonjour Thomas. Bonjour Clément. Alors merci beaucoup messieurs d'être avec moi ce matin. Donc pendant l'heure qui vient, nous allons parler d'omnicanalité, de commerce unifié, questionner ces deux termes et leurs liens. Nous allons commencer bien sûr par replacer ces sujets dans leur contexte, le contexte de crise, en voyant comment cette crise a changé les habitudes des consommateurs et aussi les stratégies des retailers. Ensuite, nous allons nous arrêter sur cette stratégie de commerce unifié et vous allez, de par votre large expérience et vos retours, les retours de vos clients, nous expliquer comment finalement, quelles sont les étapes pour arriver à cette finalité, à avoir une approche totalement unifiée du commerce. Et en fin de webinaire, nous allons nous arrêter sur quelques cas pratiques qui, je suis sûr, vont intéresser notre audience avec des retours d'expérience de clients qui seront anonymisés, mais qui seront quand même très représentatifs, chacun à leur manière, de problématiques que vont rencontrer les retailers. Alors, avant de commencer par le contexte, on va se rappeler un petit peu les bonnes pratiques qu'on a eu l'occasion de découvrir à l'école. Mais voilà, avant de faire un sujet avec thèse, antithèse, synthèse, on définit les sujets. C'est vrai que l'omnicanalité, c'est quelque chose l'omnicanal, un terme qui voilà, nous occupe depuis de nombreuses années dans le métier du retail. On voit aussi de nombreux termes arriver, essayer de prendre un petit peu le dessus sur ce terme d'omnicanalité. Au fur et à mesure des conférences, moi j'ai vu apparaître des notions de no-canal, de néo-canal, d'omnicommerce, de balance commerce. Donc peut-être il sera intéressant de commencer au moins par reposer un petit peu ces notions et voilà, redéfinir quels sont ces termes et pourquoi justement vous avez choisi de les mettre en avant dans ce webinaire. Thomas, si vous voulez commencer, prendre la parole. Oui, alors effectivement, juste pour repositionner on va dire les termes les plus génériques ou du moins les plus utilisés. Historiquement, on parlait beaucoup de multicanal. Donc dans les années 80, c'était ni plus ni moins que l'utilisation de différents canaux de distribution ou de communication, mais chaque canal était indépendant. Et donc, ça demandait une organisation assez lourde au niveau des commerçants, des e-commerçants. Et ce qu'on voyait particulièrement pour illustrer le multicanal, c'était justement l'essor du web avec, donc dans le domaine du retail par exemple, le domaine physique, donc avec les magasins physiques, et la présence sur le web. Ça pouvait simplement être un site web, mais également progressivement des sites type e-commerce, non pas encore transactionnels, mais du moins présenter des catalogues de produits pour ensuite générer des commandes via d'autres canaux de distribution ou du moins d'autres canaux de communication. Donc ça, c'est le multicanal. Ensuite, on a naturellement vu l'émergence des outils digitaux et est arrivé donc dans les années à peu près 2000 la notion d'omnicanal. Et l'omnicanal n'est ni plus ni moins que l'évolution du multicanal, donc c'est vraiment l'utilisation des différents canaux de distribution ou de communication, mais dans cette approche-là, on va justement les mutualiser, on va les faire interagir les uns avec les autres, tout simplement pour apporter une expérience client la plus aboutie, la plus enrichie possible. Et ça apportera justement des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux usages, donc est fortement utilisé donc lorsqu'on parle de distribution e-commerce par exemple, distribution physique et les problématiques que peuvent avoir les différents canaux entre eux.
Le commerce unifié, c'est un terme qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, allez, pour vraiment donner cette nuance, parce que c'est une nuance supplémentaire de l'omnicanalité, c'est un peu l'aboutissement de l'omnicanalité, mais lorsqu'on viendra complètement casser tous les silos, toutes les organisations silotées en interne du commerçant, puisque on a vu l'omnicanal, c'est l'émergence et la communication des différents canaux. Le commerce unifié, ça va être ça, mais également en modifiant l'organisation interne du commerçant, du e-commerçant. Et dans l'organisation interne, on entend également l'alignement des systèmes d'information, des outils logistiques, et c'est ce qui a justement amené des fonctionnalités comme l'e-réservation, le click and collect et bien d'autres. Donc, voilà, donc l'objectif derrière ces différents termes est tout simplement de proposer l'expérience cliente la plus aboutie, la plus enrichie possible pour éliminer toutes les frictions, tous les points de blocage que peuvent rencontrer les internautes, mais également les commerçants. Voilà, c'est pour ça que cette notion-là d'omnicanalité, on voit dans les termes qui apparaissent aujourd'hui, en fait, c'est abattre le canal, finalement, les silos qui existent, que ce soit pour le client avec la fameuse expérience seamless, sans couture, dont on parle beaucoup depuis des années, mais aussi en interne, avec tous les blocages, c'est ça, qui peuvent encore exister. Romain, est-ce que vous souscrivez aussi à voilà, ces définitions? Complètement. Il y a, je pense, un seul terme pompeux qu'on n'a pas cité, c'est le côté user-centric ou customer-centric, et c'est vraiment le fondement de cette évolution depuis le multicanal jusqu'à cette logique de commerce unifié. Si j'ai à synthétiser pour le dire différemment, on est passé d'une organisation silotée multicanal à de l'omnicanalité qui se concentrait avant tout sur l'utilisateur et votre consommateur final. On cherchait à obtenir cette connaissance d'un client, quel que soit son canal d'achat et son point de contact avec ma marque. La notion de commerce unifié, pour moi, là où elle va plus loin, et Thomas l'a très bien dit, c'est qu'on va chercher dans cette expérience utilisateur à s'affranchir aussi des points de souffrance côté expérience collaborateur en interne à l'entreprise. On va repenser les process, on va repenser les outils et on va chercher à bénéficier de cette connaissance client et de tout un écosystème IT au profit de l'expérience de mes collaborateurs sur la façon dont je vais vendre mes produits demain. Donc ça, c'est probablement la nuance à apporter, mais on va l'approfondir ensemble sur les questions suivantes. En effet, on va approfondir tous ces sujets. Alors, bien sûr, on révolutionne pas l'organisation interne d'une entreprise pour le plaisir, voilà, de la révolutionner et de changer les dispositifs. Tout ça, ça répond forcément à des attentes assez fortes des consommateurs et aussi des évolutions fortes dans les stratégies des marques. C'est ce qu'on va mettre en avant sur ce premier point. Donc, quand on va revenir sur le contexte dans lequel se situent aujourd'hui toutes les stratégies omnicanal, on va le faire au travers de quelques chiffres. Alors bien sûr, l'objet, c'est pas de revenir sur toutes les transformations qui, pour reprendre l'expression maintenant consacrée, ont été accélérées par la crise, mais vraiment de ressortir les principaux chiffres, notamment ceux-là qui sont issus donc du dernier rapport de la FEVAD, là, publié pour la rentrée. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ces quelques chiffres. Moi, il y en a un vraiment sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le chiffre central, 13,1%. Donc, c'est la part de l'e-commerce, ce que pèse l'e-commerce aujourd'hui dans l'ensemble du commerce de détail en 2020, sachant que donc en 2019, ce chiffre équivalait à 9,8% du total. Donc, ça permet voilà de prendre vraiment la mesure de bien sûr cette accélération, cette transformation digitale qui a impacté toutes les stratégies pendant cette crise. Donc ensuite, vous pouvez voir, voilà, par exemple, la part des e-acheteurs qui utilisent vraiment tous les écrans à leur disposition pour consommer, même si l'ordinateur reste encore prédominant, utilisé par 84,6% des consommateurs. Et sur la slide suivante, on va aussi pouvoir voilà, découvrir des chiffres, notamment un chiffre que je trouve assez intéressant. Elle tarde un petit peu à arriver, mais pour vous le donner voilà, en avant-première. Donc 177 000 sites e-commerce. Ça, c'est un chiffre aussi sur lequel on peut s'arrêter, sachant que donc ça, c'était en 2020, sachant que c'est une augmentation de 12% du nombre de sites marchands en 2020 par rapport aux chiffres donc, de la FEVAD du premier trimestre 2021. Donc on voit que vraiment tous les commerçants se sont digitalisés, ont proposé à leurs clients une offre en ligne. Et ça, c'est d'autant plus important. Il y a vraiment une carte à jouer pour les commerçants que tous les parcours sont véritablement omnicanaux avec ce 48%
notamment des acheteurs en ligne qui bien aiment voilà, passer par le site pour préparer leur achat et le finaliser en magasin, sachant que selon la même étude, 46% eux apprécient faire l'inverse, c'est-à-dire préparer leur achat en magasin en allant regarder le produit, en allant poser des questions aux vendeurs pour ensuite acheter en ligne. Donc il y a énormément de synergie à créer entre les canaux. On pourrait donner encore beaucoup de chiffres. Moi, je vais juste m'arrêter aussi sur quelques conclusions qui sont pas dans les slides, mais tirées d'une étude de Wonderman Thompson, Future Shopper 2021, où 80% des consommateurs sondés et indiquaient ne pas avoir envie de revenir finalement sur les habitudes de consommation qu'ils avaient prises pendant la crise. Donc, on peut s'attendre à ce que l'e-commerce, bien sûr, soit encore et occupe encore une telle place de façon durable et progresse à l'avenir. Et ce qui était aussi très intéressant du fait donc de l'équipement des retailers en site e-commerce, c'est la part d'Amazon, notamment, qui a énormément reculé. Selon donc Future Shopper 2021, en 2020, Amazon était un réflexe pour 74% des consommateurs au moment de chercher un produit. En 2021, c'est désormais que 41% des internautes qui indiquent avoir ce réflexe. Donc, c'est assez intéressant, d'autant plus que les sites de marque, maintenant, qui vendent directement en ligne, sont consultés en priorité par 27% des sondés contre 13% auparavant. Et idem, les réseaux sociaux deviennent un canal d'achat, des canaux d'achat privilégiés par 16% des sondés contre 6,6% l'an passé. Donc, on voit vraiment toutes ces modifications, l'arrivée et l'émergence vraiment du direct to consumer chez énormément d'enseignes, l'arrivée des nouveaux canaux aussi que sont le social commerce ou le live commerce. Tout ça complexifie énormément donc le paysage de l'omnicanalité. Première question, vous messieurs, quel rapport vous avez par rapport à ces chiffres? Est-ce que c'est une réalité que vous constatez aussi vous au quotidien chez vos clients? Oui, complètement. C'est vrai que d'un point de vue assez macro, on voit de plus en plus. En fait, avant même cette crise donc Covid, il y avait une effervescence au niveau du déploiement des outils digitaux, que ce soit donc l'utilisation des réseaux sociaux, de l'application mobile, du commerce assisté donc via de l'assistance vocale, de la réservation en ligne. Donc voilà, donc on voyait vraiment des nouveaux services, des nouveaux usages. Et naturellement, cette crise Covid, avec notamment la fermeture de bon nombre de points de vente, donc d'enseignes, a naturellement accéléré en fait l'utilisation des outils digitaux et notamment la part du e-commerce, puisque si vous vouliez commander, donc avoir un produit, vous ne pouviez plus vous rendre dans votre boutique préférée. Il fallait systématiquement passer par d'autres canaux et notamment le e-commerce. Donc, c'est ce qui a boosté ces derniers temps donc l'utilisation et le déploiement de plateformes e-commerce. Et paradoxalement à ça, pour revenir justement sur un des chiffres de tout à l'heure, donc sur le recul de l'utilisation d'Amazon, c'est vrai qu'on a vu un changement de comportement au niveau des consommateurs. C'est qu'il y a une prise de conscience sur le manger. Si je prends le domaine par exemple l'alimentaire, c'est le manger mieux, le manger plus proche, plus local. Et donc, c'est également cette philosophie-là qui peut être utilisée sur tous les autres secteurs d'activité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les consommateurs font plus attention à leur mode de consommation et ils vont justement essayer de se focaliser sur certaines grandes marques, certains produits ou certaines catégories qu'ils auront identifiées au préalable et ils ne vont plus se rendre, ou du moins moins se rendre sur des grandes plateformes généralistes comme Amazon. Donc ça, c'est vraiment un changement d'habitude. Et d'ailleurs, dans ces changements d'habitude, on voit naturellement que bon, il y a eu aussi d'autres comportements qui ont changé auprès des consommateurs durant cette phase de Covid. Donc, par exemple, le click and collect, la e-réservation que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est des services qui ont aujourd'hui maintenant une utilisation extrêmement importante. Et on voit d'ailleurs que même si on est, alors pas totalement sorti, mais si on est en phase de sortie de cette phase de crise Covid, en fait, les internautes gardent ces usages-là. Et donc, c'est aux commerçants et aux e-commerçants de s'habituer ou du moins de développer d'autres services pour proposer justement toujours une offre d'accompagnement la plus aboutie possible. Dernier élément, et c'est ce que effectivement vous avez évoqué Clément, c'est qu'on voit de plus en plus de marques s'adresser directement
à ses clients, à ses utilisateurs finaux, tout simplement parce que les marques aujourd'hui ont un peu perdu la connaissance et la notion de leurs utilisateurs, et ils veulent renouer avec ça et proposer justement des produits personnalisés, des contenus enrichis, pour essayer de créer, de fédérer une communauté autour de ces marques, et non plus juste vendre un produit, mais vraiment vendre une valeur ajoutée. Donc ça, c'est le troisième élément qu'on a pu voir durant cette phase de confinement, mais également là, surtout en sortie de crise, ça ne fait que s'accélérer. Et j'ajoute à ça que, pardon Clément, j'ajoute à ça aujourd'hui qu'on a constaté aussi, mon métier c'est d'accompagner des marques aujourd'hui à vendre en ligne, des marques qui historiquement capitalisaient sur un réseau de revendeurs, voire des boutiques en propre, et avec un certain complexe à adresser directement ces consommateurs. Que la contrainte aujourd'hui de la fermeture des boutiques a conduit à accélérer cette transformation digitale pour aller toucher rapidement un client, parce que c'était le seul canal de vente et de communication qu'on avait avec ce client. Donc on a aussi cette accélération qui fait que ces marques qui hésitaient et qui finalement montaient des plateformes de marques qui avaient la possibilité de vendre, mais dont ce n'était pas le but premier, se sont décomplexées et adressent aujourd'hui, d'un point de vue purement marchand, dans des stratégies commerciales avancées, le consommateur en direct. Donc ça, c'est important aussi parce que ce sont des comportements qu'on a conservés et sur les derniers mois qu'on vit en termes de développement de l'activité de nos marchands. Donc c'est vraiment, il y a un moment quand même qui est historique, puisque finalement on a l'impression que tous les feux sont au vert, les marques ont vraiment pris conscience de ce qu'il fallait changer, en tout cas dans leur approche, et elles ont commencé à le faire parce qu'elles étaient forcées par le Covid. Les consommateurs aussi ont cette appétence pour aller directement être ciblés et échanger avec les marques, mais pour autant, il faut quand même faut transformer l'essai, c'est-à-dire que si les marques demain ne sont pas capables d'offrir une expérience qui soit à peu près similaire, en tout cas au standard du secteur qui est imposé par Amazon, on risque aussi de voir des consommateurs qui reviennent vers ces grandes plateformes. Et en plus, il y a aussi tout ce qui est, donc, vous le disiez Romain, voilà, l'émergence de marques, certaines marques aussi. Enfin, moi, ça me fait penser au DNVB qui arrivent sur le marché, qui elles n'ont pas du tout de complexe, qui ont beaucoup moins aussi en termes de structure interne, qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, et qui peuvent comme ça adresser des problématiques, toucher des audiences directement en ligne, et aussi capter de la donnée first party, ce qui est quand même aujourd'hui maintenant le nerf de la guerre. Donc voilà, on sent qu'il y a un vrai momentum et il faut agir aujourd'hui pour justement pouvoir adresser ces problématiques d'omnicanalité et avoir cette approche de commerce unifié. Complètement. D'ailleurs, si je peux rajouter, c'est que derrière tout ça, il y a également une notion de la gestion de la donnée, puisque naturellement, vendre un produit, vendre un service en ligne, bon, c'est effectivement le cœur de business d'un commerçant, mais aujourd'hui, ça ne fait pas tout. Naturellement, ce qui fera la différence, c'est la connaissance de ses internautes, de ses clients, pour leur proposer toujours plus, toujours mieux. Donc, en fait, on a toujours cette devise de le bon produit au bon moment, au bon endroit. Et c'est ce qui. Donc, la différence, ça sera sur la connaissance du client et donc sur la collecte de data. Puisque sur une approche multicanal ou même omnicanal, on va capter tout un tas d'informations, de connaissances autour de ses produits, de ses clients, de son environnement. Et l'objet du commerce unifié, c'est justement d'exploiter toutes ces données-là pour proposer l'expérience la plus aboutie, la plus enrichie, et toujours donner envie aux consommateurs de revenir, de consommer. Et d'ailleurs, donc ça, l'enjeu de la data, c'est un élément extrêmement important. Et vous l'avez évoqué, Clément, sur les DNVB, on le voit aujourd'hui, c'est que sans forcément multiplier les canaux de distribution ou canaux de communication, certains pure players, donc exclusivement présents sur le canal du web, naturellement vont quand même être multicanal ou omnicanal avec l'émergence des réseaux sociaux, mais proposent une expérience qui sort un peu du commun, puisqu'on n'est pas vraiment sur si je prends l'exemple du site e-commerce, on ne sera pas sur une plateforme e-commerce où on a un catalogue de produits, on viendra sélectionner ce qui nous semble intéressant. Non, c'est qu'on va créer vraiment derrière une
une histoire, une expérience, une aventure pour que l'internaute ne soit pas considéré comme un consommateur, mais vraiment comme un joueur finalement. Et on l'a vu dans un de nos clients aujourd'hui qui propose donc qui est dans le secteur du retail, donc prêt-à-porter, autour du domaine donc du jeu en ligne. Ils sont sortis un peu des codes, des habitudes pour présenter non pas juste un catalogue de vêtements, d'équipements, mais ils créent des aventures pour leurs internautes. Et ces internautes sont des joueurs, des players. Et on va, nous, en tant qu'internautes, on va avancer dans une aventure, aller chercher des points, mener des quêtes pour justement essayer de ne pas être dans un pur acte d'achat, mais vraiment interagir avec nos internautes, nos clients. Et donc ça, c'est ce qui fera aussi la différence. Et c'est comme ça qu'on montre qu'on connaît réellement l'audience qu'on adresse aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est deux éléments complémentaires sur l'approche commerce unifié. Et même sans aller jusque-là, je pense qu'aujourd'hui, au-delà du cas que tu évoques, Thomas, on est dans le cas où on accompagne des marchands à mettre en place des plateformes marchandes. Évidemment, on fait du commerce, mais surtout et avant tout des plateformes expérientielles. Et c'est ce qui explique aussi en partie la chute d'Amazon qu'évoquait Clément. C'est qu'aujourd'hui, quand j'ai le choix d'acheter le même produit au même prix sur un service similaire, je vais faire le choix de passer cette commande et d'acheter ce produit sur une plateforme qui va m'intégrer à une expérience, à une histoire, dans une communauté, et qui va me permettre d'être beaucoup plus impliqué dans l'histoire de la marque que ce que je peux vivre sur les marketplaces aujourd'hui. Bien que les marketplaces restent un levier à activer et restent un levier de chiffre d'affaires à aller chercher sur des problématiques beaucoup plus tarifaires, sur des stratégies commerciales beaucoup plus basiques. Pour autant, le nerf de la guerre de la data que tu évoquais, Thomas, pour moi, il est là. Il est sur la capacité à collecter cette data, à la réinvestir pour mieux connaître mes clients, mes produits, ce qu'ils attendent, l'expérience à leur mettre en place, et ce, encore une fois, quel que soit le canal de vente, y compris sur les marketplaces dont la part de marché chute aujourd'hui, pour les intégrer directement dans ma marque, l'histoire et ce que je souhaite leur raconter dans cette expérience. On a beaucoup parlé. Oui. Pardon, non, j'avais juste illustré le point de Romain et revenir sur la gestion de la data. J'ai récemment justement reçu un email d'un e-commerçant, donc dans le secteur du prêt-à-porter, pour me demander en fait donc je suis client en magasin et en ligne, et en fait j'ai clairement vu que ce commerçant n'était pas encore sur une approche purement omnicanal, ou encore même moins sur une approche commerce unifié, puisque j'ai reçu un mail récemment pour me demander de réactiver mon compte en ligne. Et en fait, cette action-là n'était ni plus ni moins que donc volontaire de la part du commerçant, pour que je vienne moi-même volontairement en fait unifier mon compte physique et mon compte que j'ai en ligne. Et donc ils sont sur un chantier de réunification de la donnée client. Et donc en fait on voit de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Et c'est pas totalement transparent encore aujourd'hui, c'est pas encore si utilisé que ça. C'est que bon nombre de commerçants ou de e-commerçants restent encore sur les basiques de distribution multicanale, là où aujourd'hui les modes de consommation ont complètement changé, les habitudes ont changé, et donc les commerçants également doivent s'adapter et doivent changer. Donc du coup, tout ça pour dire que c'est un chantier qui est extrêmement lourd et important. Il doit être impérativement bien structuré, et je ne pense pas que le client, l'internaute, doit être malheureusement la personne qui doit subir les complexités de ces différents canaux. Donc du coup, il faut vraiment travailler ce sujet-là en amont, et essayer de créer la meilleure expérience. On n'arrête pas de dire justement une meilleure expérience, mais c'est clairement ça, c'est ce qui fera la réussite d'un projet et la satisfaction du client au final. Donc il faut vraiment bien travailler sur sa gestion de la donnée, et essayer de rendre ça le plus transparent possible pour le consommateur final.
Alors, merci beaucoup Thomas et Romain pour voilà, les exemples que vous venez de nous donner. C'est vrai que ça ouvre encore de nouvelles portes, Thomas, ce que vous évoquiez, ce cas client, parce qu'on pourrait parler de métaverse, de gaming aussi, et de nouveaux canaux du coup pour directement rentrer en contact, proposer des expériences et vendre à des clients. Moi, je voudrais rebondir sur, voilà, on a beaucoup parlé de data et l'importance de reconnaître les clients aussi sur les différents touchpoints. Il faut aussi faire coïncider cette data avec tout ce qui va être logistique et être sûr aussi que l'expérience finalement soit retranscrite dans le monde réel. Vous citiez voilà des cas où vous aviez des contacts avec des e-commerçants. On a tous aussi en tête peut-être des échanges avec des e-commerçants où on va aller retirer une commande en click and collect et puis une semaine après on reçoit un mail en nous disant venez récupérer votre commande alors que c'est déjà fait. Donc on voit qu'il y a parfois aussi énormément de complexité, bien sûr, pour gérer tous ces éléments, ces différents canaux. Ce qui nous amène donc à notre deuxième partie sur comment déployer une stratégie véritablement voilà, de commerce véritablement unifié. J'imagine que c'est quand même un très gros morceau. Il y a énormément de solutions différentes, il y a énormément d'acteurs qui sont en jeu. Donc un retailer qui voudrait vraiment continuer à avancer peut facilement peut-être se sentir dépassé par l'ampleur de la tâche. Vous, vraiment, de façon très concrète, quels sont vos conseils et quelles sont peut-être les priorités, les premières questions à se poser quand on cherche à développer finalement une approche commerce unifié? Romain, peut-être que... Ouais, pardon, excusez-moi. Oui, en effet, alors je pense que la première chose à faire déjà, c'est de se poser la question. En effet, un projet de commerce unifié, on l'a vu, il est aussi vaste et aussi différent que de clients chez qui on va chercher à implémenter cette stratégie. La première question, évidemment, c'est de savoir si viser une stratégie de commerce unifié est utile pour mon organisation. Ça, c'est évident parce que, aussi dingue que ça puisse paraître, ce n'est pas le but ultime ou la priorité ultime de tous les marchands aujourd'hui. Malgré tout, beaucoup d'entre eux vont chercher à unifier cette connaissance et chercher une optimisation de l'expérience client dont on vient d'illustrer certains propos. Une fois que la réponse à cette question est oui, en caricaturant, je pense qu'il y a deux approches. Il existe l'approche merveilleuse de ces solutions qui se disent packagées, le commerce unifié, c'est nous. C'est un projet informatique, c'est un projet lié à des solutions. Ce projet va avoir l'avantage d'aller vers des solutions packagées avec un time to market très important, en proposant tout de suite les briques qui vont répondre à l'intégralité des besoins qu'on a évoqués, mais qui devraient rapidement arriver à certaines limites, dans le sens où on l'a vu, un projet de commerce unifié doit être personnalisé à votre organisation, votre entreprise, vos objectifs et potentiellement les points de souffrance que vous connaissez aujourd'hui dans votre organisation. C'est là que pour moi intervient la deuxième approche, qui est plutôt une approche best of breed, où on va constituer une plateforme d'expérience digitale avec les différentes briques nécessaires à mettre en place pour adresser l'intégralité des besoins en fonction de la maturité du client, parce que aujourd'hui, on l'a vu, le commerce unifié, c'est l'évolution de l'omnicanalité. Donc, fort à parier, que il existe des solutions, il existe des intuitions, il existe des premiers résultats d'une stratégie omnicanal au sein de l'entreprise qu'on accompagne. Et puis, c'est de trouver les priorités, parce qu'on l'a vu, aujourd'hui, un projet de commerce unifié, c'est de faire du commerce, et faire du commerce, c'est s'adresser aux clients, c'est s'adresser à un cycle de vie produit, c'est se questionner sur mon catalogue, ma stratégie commerciale, ma position tarifaire. Et potentiellement, ce projet va faire émerger des priorités à adresser. Et là, quand on dépelote un petit peu l'histoire, est-ce que on va positionner le curseur sur la partie assortiment et sur la partie connaissance de mes produits pour faire rayonner le discours commercial que j'ai de mes produits sur l'intégralité des canaux de vente que j'ai à ma disposition. Peut-être que je vais chercher à harmoniser une politique tarifaire ou à définir des stratégies commerciales différentes en fonction des canaux, mais tout en sachant ce que je fais, c'est-à-dire avec des outils, avec des process qui vont me permettre d'établir cette stratégie. Est-ce que c'est une question qui est plutôt liée au client? Est-ce que je connais bien mon client qui passe commande sur vente privée, sur ma marketplace ou indifféremment sur un revendeur, chez un revendeur, pardon, en boutique, mais de mon produit? C'est aussi potentiellement la connaissance client, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer 5 fois commande pour un client dans un point de vente physique et de passer la 6e commande en ligne et que le discours que l'on m'adresse soit comme si j'étais un nouveau client. Donc c'est tout ça, c'est se poser la question des priorités et, à mon sens, de définir ces priorités, d'y aller de manière incrémentale
en positionnant les briques les unes après les autres et dans une approche en faisant des évolutions sans tout révolutionner dans cette approche best of breed. D'accord, donc l'important, c'est voilà, vraiment auditer quels sont vos besoins, savoir vos forces, vos faiblesses et pouvoir construire sa roadmap finalement de façon assez voilà, dans la durée, sans bousculer tout ce qui existe déjà, sans tout révolutionner. Pour autant, enfin là, vous parliez, Romain, au début de votre intervention, finalement, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Est-ce qu'il y a un client type finalement, enfin un retailer type pour lequel vraiment c'est une nécessité aujourd'hui voilà, de se mettre un peu au diapason et d'avoir cette approche-là? Alors, un client type, j'ai du mal à dresser son portrait robot. En revanche, il y a des contextes types. C'est-à-dire que on parlait de priorité, malgré tout, ce qu'on voit aujourd'hui en accompagnant nos clients, c'est que les projets qui questionnent l'intérêt du commerce unifié, il est surtout lié à des projets de replatforming e-commerce. Et ça, je l'explique d'une façon assez simple, c'est que en allant migrer de plateforme, faire évoluer une plateforme e-commerce qui va avoir l'avantage de s'adresser au moins à mes clients en ligne de ma marque, on va pouvoir se poser les bonnes questions tout en allant chercher un retour sur investissement rapide. C'est-à-dire que l'investissement que je vais faire autour de mon projet de replatforming va me permettre d'aller chercher une expérience utilisateur au moins meilleure sur le canal e-commerce. Et fort de ce constat-là, je vais pouvoir ensuite élargir mes problématiques pour voir comment les investissements que je fais sur mon canal e-commerce peuvent ruisseler et rayonner sur mes différents canaux de vente. Et là, encore une fois, en fonction des objectifs qu'on aura définis, est-ce que c'est dans l'intérêt de la connaissance de mes clients? Est-ce que c'est dans l'intérêt de fluidifier un cycle de vie produit? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la fidélisation de mon client ou au contraire d'acquérir de nouveaux clients pour aller challenger mes compétiteurs? Voilà. C'est surtout dans ce contexte que naissent les projets aujourd'hui qu'on accompagne. Le portrait robot, si je dois le caricaturer, il est autour d'un client qui évidemment a acquis déjà une certaine maturité dans la distribution de ses produits, qui connaît plus ou moins déjà le parcours client, enfin les points de contact avec ses clients, qui maîtrise à minima la donnée qui est liée à tout ce process pour pouvoir avoir identifié les premiers points de faiblesse pour pouvoir les adresser, les compenser dans ce projet de commerce unifié. Très bien. Alors, petit mot pour notre audience aussi, n'hésitez pas vraiment à poser les questions voilà, qui vous tarotent. C'est le moment pour profiter de l'expertise de nos intervenants. En attendant ces questions, peut-être dans les différents articles nous qu'on a l'occasion de faire sur ces sujets d'omnicanalité, on nous présente souvent voilà, l'omnicanalité comme un parcours, un assemblage finalement sur lequel on va ajouter des étages petit à petit sur ce qui existe. De ce que vous observez, Romain, Thomas, est-ce qu'on pourrait vraiment à l'instant T savoir quelles sont de façon un peu générale les pratiques finalement les plus courantes chez les retailers, quelles sont les pratiques finalement qui nous permettent de nous dire ok, là on est mature. Au départ, on parle souvent par exemple de mettre en place du click and collect comme une première étape. Est-ce qu'il y a voilà quelque chose qui est maintenant désormais, la crise a montré que le click and collect finalement c'était pas aussi généralisé que ça pouvait l'être, on pouvait le penser. Quelles sont les pratiques les plus matures que vous constatez chez vos clients? Naturellement, alors on en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Enfin j'ai en tête par exemple la e-réservation ou le retour en magasin par exemple. Mais derrière, en fait, ce que je voulais également partager, c'est que derrière cette approche omnicanal ou surtout de commerce unifié, Romain a évoqué justement les différents éléments qui peuvent dire qu'un commerçant est prêt à avancer sur sa transformation, mais naturellement, derrière tout ça, il faut également que ce commerçant soit lui-même ouvert et que ses équipes soient prêtes à avancer sur une réorganisation en interne, puisque qui dit commerce unifié dit bah, plus de silos, plus d'équipes complètement isolées dans un coin pour gérer, par exemple, la gamme produit. Si je prends cet exemple-là, les responsables produits sur une approche omnicanal ou de commerce unifié doivent s'intéresser à l'enrichissement de leurs produits, donc
le descriptif des produits ou des services, mais pour les différents canaux de distribution ou de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la plateforme e-commerce ou que ce soit en magasin, donc en boutique physique, ça va pas être le même enrichissement, le même descriptif, la même approche. Et donc, tout ça, il faut absolument que les équipes soient prêtes à avancer sur cette approche-là, qu'elles soient ouvertes à lancer ce changement. Parce que c'est un vrai changement pour une organisation qui, jusqu'à présent, avait déjà fait ses preuves, qui fonctionnait. Et là, on leur demande tout simplement de changer leurs habitudes, de s'ouvrir aux autres services à côté pour que les problématiques de logistique soient également considérées par les équipes marketing, communication, vente, et que justement, ça soit toute l'entreprise qui avance sur ces différents chantiers. Donc, je pense qu'un élément à ne absolument pas négliger, c'est vraiment l'accompagnement au changement, la préparation de cette réorganisation. Et pour ça, il faut absolument que les équipes fédèrent au projet. Et donc, il n'y a rien de tel que d'identifier dans chacun, par exemple, des services, des ambassadeurs qui porteront la parole pour les différentes équipes et qui prendront part également aux réflexions initiales pour transformer, que ce soit le système d'information, que ce soit l'organisation donc des équipes, la chaîne logistique et la chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, tous ces éléments-là, il faut impérativement que ça soit abordé par tout le monde et non pas que ça soit un sujet qui soit imposé par la direction parce que c'est les nouvelles tendances ou parce que les consommateurs le demandent aujourd'hui, parce que sinon ça va créer justement des problématiques, des frictions, des blocages en interne. Et c'est là où l'approche commerce unifié va malheureusement mal se passer. Donc, voilà, donc je pense que l'accompagnement au changement, la formation des équipes, la réorganisation interne, c'est des sujets sur lesquels il faut avancer petit à petit et ne pas tout réinventer, essayer tout simplement un petit peu comme les technologies, donc les solutions technologiques qu'on met en place dans son système d'information, il faut avancer petit à petit pour que justement le changement se fasse correctement. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais juste ajouter. Après, c'est vrai que sur les grandes fonctionnalités, ou du moins les grandes tendances, on en voit de plus en plus. Il y en a certaines qu'on va évoquer juste après dans quelques cas clients, quelques cas d'usage. Mais par exemple, là, ce qu'on a vu notamment, c'est la réservation ou la e-réservation, que ce soit de produits ou même de services, donc de rendez-vous, de prise de rendez-vous en ligne pour aller rencontrer un conseiller en point de vente. Donc ça, c'est des choses qui se font beaucoup. Le click and collect, mine de rien, ça reste tout de même extrêmement utilisé et répandu. Voilà, après, c'est les deux grandes tendances du moins que nous, de notre côté, on identifie. Après, c'est vrai qu'en fonction du secteur d'activité, du contexte, il peut y avoir des demandes plus spécifiques et ça sera vraiment propre à chacun des commerçants ou e-commerçants. Disons que ça fait partie des basiques qu'il faut aujourd'hui activer pour pouvoir démarrer une activité omnicanal. L'attente des consommateurs aujourd'hui, click and collect, réservation, on y est forcément. J'ajoute un point côté marque qui fonctionne de plus en plus et sur lesquels on accompagne le développement de programmes qui permettent d'aller capter cette connaissance client. C'est la capacité à mettre en place des programmes. Alors, extension de garantie, activation de programme fidélité, peu importe, sur la base d'identifiants produits qui sont achetés dans un réseau qui n'est pas maîtrisé par la marque, mais qui va permettre d'aller capter de l'information client sur la récurrence des achats, sur les montants que l'on va attendre de cette connaissance client, sur des achats qui sont réalisés sur des canaux qui sortent du scope initial. Typiquement, j'ai un exemple en tête de produits de beauté qui sont, de produits cosmétiques qui peuvent être achetés en pharmacie sur prescription médicale. Ça, typiquement, en tant que marque, je ne peux pas l'adresser directement. En revanche, cette marque va avoir la possibilité, par l'intermédiaire d'un QR code et de certains éléments qui sont portés sur le packaging, que le client
qui achète ce produit en pharmacie ait la possibilité de le déclarer directement sur le site, en renseignant quelques informations sur son achat, le lieu d'achat et puis potentiellement directement sur son profil, pour qu'on ait malgré tout en tant que marque cette connaissance du client, de son parcours et qu'on puisse l'adresser avec la maturité qu'il a avec notre marque. Et ça, même si ça paraît aujourd'hui assez avancé pour les différentes marques qui peuvent nous écouter aujourd'hui, ça fait partie des bonnes pratiques pour pouvoir segmenter notre clientèle et savoir à qui on s'adresse, y compris quand on n'est pas dans une logique B2C. Alors, on va revenir là dans la troisième partie sur, comme vous venez de le faire, Romain, sur des exemples concrets qui permettent vraiment de se projeter dans les problématiques auxquelles font face les retailers. Avant ça, je voulais, pour introduire une question de l'audience, rebondir sur ce que disait Thomas aussi au niveau de la nécessaire collaboration entre les équipes. Est-ce qu'il peut y avoir aussi, est-ce que chez vos clients, vous voyez apparaître des sujets de problématiques de gouvernance peut-être avec quelqu'un qui doit avoir le lead un peu sur tous ces sujets unifiés et ça me permet de poser une question de l'audience qui disait est-ce que la mise en place d'une telle stratégie de commerce unifié ne rend pas plus complexe finalement l'analyse des résultats sur chaque canal. Donc, comment est-ce que finalement ressortir aussi des résultats qui peuvent faire apparaître peut-être des canaux qui sont sur lesquels il y a plus de travail que d'autres. Enfin, comment est-ce que tout ça doit être géré en interne? Alors, c'est intéressant parce que sur la gouvernance, ce qui est certain, c'est que la gouvernance d'un tel projet, elle doit être définie, elle doit être claire. Elle doit faire l'objet de sponsors en interne sur chacun des métiers qui maîtrisent le périmètre de l'entreprise, et ça indifféremment des canaux de distribution. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que dans les missions qu'on peut mener avec nos consultants, c'est qu'on découvre parfois que, en posant certaines questions qui semblent assez simples, finalement deux services font découvrir le travail de l'autre. Ça, c'est assez amusant de se rendre compte que des personnes qui ont une certaine ancienneté, une maîtrise des produits et de leur activité quotidienne découvrent finalement comment travaille le voisin sur des métiers tout à fait complémentaires. Donc ça lève aussi certaines problématiques, et je rejoins Thomas sur le fait qu'un projet bien mené de commerce unifié est fédérateur. Pour répondre un peu plus à la question qui nous est posée, je trouve que la formulation est amusante, c'est qu'on cherche à mesurer la performance de chaque canal quand un projet de commerce unifié est un projet de performance d'entreprise. À mon sens, on va avoir besoin de mesurer le succès de chacune des actions. Ça la complexifie pas trop aussi, voilà, c'est ça aussi le sens de la question. Est-ce que ça ne devient pas trop complexe à analyser quand on va comparer? Ça peut, mais c'est là aussi où je rejoins Thomas, c'est que le projet de commerce unifié, c'est avant tout pour moi un projet de data, et qu'un projet data définit les objectifs à atteindre, les critères du succès, les façons de le mesurer, et qu'un projet, encore une fois, bien mené, pose ce contexte et permet d'identifier assez facilement, en fonction des performances de chaque canal de vente, ce qu'on doit mesurer, le succès et potentiellement évidemment le ROI des investissements qui sont faits. Là où ça peut devenir plus complexe, c'est d'identifier le but de chacun de nos investissements. On est dans une problématique de mise en place d'outils, encore une fois, qui vont être communs à tous les canaux de vente, à tous les canaux de distribution, à tous les canaux qui vont permettre de capter de la connaissance client. Comment je définis que l'investissement que je réalise sur ma plateforme e-commerce va ruisseler et apporter des bénéfices en magasin, sur mes marketplaces, potentiellement chez mes revendeurs, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Et c'est vrai qu'il faut avoir parfois une autre stratégie de mesure des succès pour pouvoir obtenir une logique assez simple et lisible de tous. Parce que là encore, les résultats sont intéressants à obtenir s'ils sont partagés par toute l'entreprise et qu'ils n'opposent pas les services entre eux et les canaux de vente entre eux. Très bien, merci Romain pour cette réponse. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si ça ouvre de nouvelles questions, si vous avez eu votre réponse. Je vous propose, messieurs, de passer à la troisième partie, donc à voir des exemples concrets, bien que issus de cas anonymisés, qui pourront mettre un peu en relief, en tout cas, les résultats à attendre de l'approche de commerce unifié. Alors, on va commencer avec le cas d'un opticien. Pour donner quelques informations très globales, on parle de centaines de millions d'euros, centaines de boutiques, et puis un secteur qui finalement s'est assez complexifié ces dernières années, notamment au niveau législatif. Là aussi, il y a des nouveaux parcours de santé qui se développent, notamment en ligne. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les problématiques de ce client et comment finalement est-ce qu'il a pu progresser dans son approche commerce unifié?
En fait, ici, le client, donc, lors des différents confinements, a vu donc, toutes ces boutiques physiques fermées. Et lorsqu'on est dans le domaine de l'optique, on ne peut pas forcément vendre un produit de correction de vue directement en ligne aussi facilement que ça. Donc, pour eux, ça n'a pas été aussi simple de dire, bon, bah, c'est pas grave, mes magasins physiques sont fermés, on va mettre en place une boutique en ligne, une plateforme e-commerce, pour continuer à vendre en ligne. Non, parce que derrière, il y a la gestion également de données de santé, de prescription, et il faut en fait avoir des rendez-vous avec des opticiens pour justement proposer la meilleure monture, la meilleure correction, les verres, etc. Donc c'est vraiment un produit assez complexe et très structuré. Donc du coup, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est non pas forcément remplacer le manque de vente physique par des ventes en ligne, mais ils ont tout simplement proposé des services complémentaires pour, d'une part, garder le, le lien avec leurs consommateurs. Et dans ces services, c'est ni plus ni moins que leur proposer tout simplement de la prise de rendez-vous en ligne auprès d'un opticien pour que lorsque les confinements étaient levés, bah, que les consommateurs puissent aller directement en magasin, mais avec des rendez-vous pris. C'était également le partage de carnets de soins, donc de partage de données de santé en ligne. C'était également, alors notamment sur la partie solaire par exemple, c'était de l'essayage de produits en ligne, donc avec l'essayage virtuel de lunettes de soleil. Donc ça, à la limite, c'était moins contraignant. Donc, voilà, donc ce qu'ils ont vraiment cherché à faire là derrière, c'est donc développer le lien avec leurs clients, leurs connaissances, mais surtout en fait leur apporter un service complémentaire et qu'ils peuvent continuer à utiliser aujourd'hui, même si les points de vente physiques ont réouvert. Donc, voilà, donc il y avait vraiment une volonté de mieux connaître ses clients, de proposer des services additionnels et idéalement d'essayer aussi de rattraper un peu les ventes physiques via les ventes de solaire en ligne, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des problématiques spécifiques, en tout cas techniques, dans le développement de ces solutions auxquelles vous avez dû faire face? Bah, naturellement, c'est pas quelque chose qui se fait si facilement. Pour autant, alors là où ce commerçant était assez bien préparé puisque ça faisait partie de leur roadmap, ils ont simplement chamboulé un petit peu les projets. Ils ont repriorisé certains d'entre eux qui étaient prévus pour un peu plus loin. Et donc, la réflexion était déjà là. Le plus difficile, c'était finalement de mettre en place les bons outils pour pouvoir justement accompagner ce changement. Mais globalement, ça s'est très bien passé et aujourd'hui, voilà, ils ont pu déjà témoigner plusieurs fois. Les résultats sont très satisfaisants en tout cas. D'accord, donc savoir prioriser, voilà, savoir choisir finalement la bonne fonctionnalité, le bon outil qui fait sens à un instant T dans un contexte qui était très mouvant. On va passer à notre deuxième cas pratique. Alors là, on change de secteur puisque c'est une enseigne de distribution de produits bio. Là encore, donc plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs centaines de magasins, un contexte global très porteur sur le bio, avec aussi pendant le confinement des gens voilà, qui ont eu envie de changer un peu leur rapport à l'alimentation. Comment est-ce que finalement, voilà, à partir du moment où les enseignes conventionnelles se mettent aussi au bio, où toutes les enseignes du bio eh bien, rivalisent d'autant plus pour se distinguer, comment est-ce qu'on arrive à proposer aussi une expérience comme ça, omnicanal, qui peut peut-être faire la différence par rapport à la concurrence? En fait, là, ce qui était particulier, c'est que cette enseigne-là avait déjà lancé sa digitalisation avant Covid. Et l'objectif était tout simplement de proposer, donc de mettre à disposition de chacun des points de vente, parce qu'il faut savoir que chaque point de vente est un indépendant. Et donc, qui dit indépendant dit son propre système d'information, ses propres données, ses propres produits, bien que globalement, il y avait un catalogue relativement commun, mais en fonction des zones géographiques, il pouvait y avoir des produits spécifiques sur chacune des régions.
Et donc du coup, ce projet de mise en place de plateforme e-commerce avait déjà été initié avant, s'est fortement accéléré durant cette phase donc Covid. Et donc pour le commerçant, le gros challenge était d'accélérer sa digitalisation et la connexion des différents points de vente à leur outil de e-commerce. Mais finalement, le gros chantier, la grosse difficulté qu'il y a là, et on voit clairement, alors là c'est un contexte assez spécifique, mais on voit en fait le, le- le passage entre multicanal et omnicanal ou commerce unifié, ça se traduit principalement par les différents systèmes d'information que chaque point de vente utilise, mais également cette enseigne a son propre système d'information. Et là, ce qu'il fallait, c'était homogénéiser tout ça, uniformiser les outils, uniformiser la donnée pour que tous puissent communiquer les uns avec les autres et que la gestion de la data, de la connaissance client soit la plus aboutie, mais tout en laissant un degré de liberté également pour ces différentes enseignes, ces différents points de vente sur la gestion de leur propre catalogue, comme j'ai dit, puisque vous allez retrouver des spécialités dans le sud de la France qui seront différentes dans le nord de la France. Donc, voilà, donc là, on est vraiment sur un enjeu de commerce unifié, mais plutôt technique au niveau du système d'information et surtout organisationnel. Donc, voilà. Donc là, c'est un chantier qui est en cours, qui aujourd'hui se passe plutôt bien, sur lesquels il y a eu une très grosse accélération donc de la connexion de ces enseignes-là. Et d'ici peu, on devrait pouvoir voir plusieurs centaines de points de vente connectés à cette même plateforme e-commerce. Et un enjeu, enfin d'autant plus qu'on voit aussi un phénomène, la livraison alimentaire qui se développe énormément et notamment à Paris avec que ce soit les acteurs du quick commerce sur lesquels on sera peut-être amené à revenir ou les acteurs aussi de alimentaire classique qui font de la livraison en 1 heure et ça se développe aussi en région donc on imagine qu'une enseigne en tout cas dont on vient de parler a de forts enjeux de développement, de prendre les devants par rapport à cette pratique. Je voudrais revenir peut-être un petit peu en arrière pour évoquer la stratégie de l'opticien avec la prise de rendez-vous, aussi du configurateur, enfin de pouvoir essayer en ligne. Quelqu'un qui nous demandait si toutes ces stratégies pouvaient être adaptées en B2B et de quelle manière. Si oui, de quelle manière. Complètement, puisque là aujourd'hui on parle, oui, principalement de B2C dans le secteur de l'optique, mais si vous prenez d'autres secteurs d'activité mais qui ont une audience plutôt B2B, en fait le raisonnement va être le même, c'est que vous pouvez très bien développer des services propres à vos clients B2B. Et naturellement, là, on a parlé de l'essayage de lunettes de soleil, mais par exemple, on voit par exemple de plus en plus via des applications mobiles la projection ou l'intégration d'un produit au sein d'un écosystème, d'un environnement final. J'entends par là, vous pouvez très bien par exemple intégrer via l'application mobile, avoir une projection de l'aménagement de vos futurs bureaux, par exemple, avant même qu'ils soient en cours de travaux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut effectivement tout à fait s'apparenter à un contexte B2B. Mais après, tout dépendra vraiment du secteur d'activité, des produits ou des services proposés. Naturellement, si ce sont des services, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'on ne va pas pouvoir aussi facilement se projeter. Mais encore que comme c'est du service, bon, c'est quelque chose qui est assez facilement digitalisable. Mais oui, oui, que ce soit sur le B2B, le B2C, le D2C également, ou B2B2C, voilà, tous les modes de communication, de distribution sont également applicables. Sont impliqués. Alors, il va nous rester 5-6 minutes, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Nous, on continue à dérouler les cas avec deux derniers cas qui sont finalement, enfin, qui concernent des entreprises assez similaires. La première, donc une enseigne de mode premium, et le second, un distributeur de chaussures. Là aussi, avec voilà la crise qui a la fermeture pour le coup de ces enseignes qui a forcé en tout cas énormément d'acteurs à se digitaliser et ceux qui avaient pris les devants et qui étaient les plus matures
température, que ce soit en matière de e-réservation ou encore de ship from store pour voilà, partager les stocks, ont peut-être pris les devants par rapport à leurs concurrents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, messieurs, rapidement sur ces deux derniers cas, en commençant peut-être par l'enseigne premium, l'enseigne de mode premium? Ce qui me semble intéressant sur ce point, pour être très rapide par rapport au temps qui nous reste, c'est d'illustrer la capacité d'adaptation des marques qui ont fait le choix de l'omnicanalité et du commerce unifié très tôt. On est dans une roadmap qui a vu naître ce projet omnicanal il y a un peu plus de 3 ans maintenant, donc qui était relativement mature avant la crise Covid, avec un écosystème technologique en plus qui couvrait à peu près l'intégralité des besoins, avec un PIM pour la gestion des catalogues, avec un OMS pour l'orchestration des commandes, une plateforme e-commerce qui a été replatformée, comme je le disais, il y a un peu plus de 3 ans, une solution CRM, une solution de fidélité qui en plus était déjà multicanal dans le contexte. On a vu chez ces marques la capacité à s'adapter très vite en adressant finalement un client de la même façon sur le canal de vente en ligne et sur la plateforme e-commerce, qui était finalement le seul point de contact avec les marketplaces, avec ses clients, et qui a pu bénéficier en plus d'une réorganisation pour faire de chaque boutique très rapidement un point de stock pour pouvoir assurer l'affluence de commandes suite à cette crise. C'est-à-dire que on n'a pas compensé évidemment le chiffre d'affaires perdu avec la fermeture des boutiques, mais qu'une grande partie de ce chiffre d'affaires s'est déporté sur la plateforme e-commerce et qu'on a pu constater qu'en allant unifier cette vision qu'on avait des stocks, unifier cette vision qu'on avait du client, continuer d'adresser un client de la meilleure des façons et finalement la crise a eu un impact, disons-le, mais un impact qui a été probablement plus doux pour cette enseigne que pour une enseigne qui n'aurait pas eu l'intégralité de ces process, de cet équipement et de cet écosystème qui a permis de réagir très vite et d'être prêt très vite. Est-ce que c'était le cas pour le deuxième acteur, donc du coup le distributeur spécialisé dans les chaussures? Alors oui, en étant malgré tout un peu différent, donc on est dans le cas d'une enseigne de chaussures qui très tôt, puisqu'on parle encore de projets antérieurs, qui a eu l'intelligence de mettre sa plateforme e-commerce au centre de sa stratégie commerciale très tôt, en faisant une plateforme de vente en ligne B2C, hein, tout à fait traditionnelle, avec les fonctionnalités qu'on attend d'une plateforme omnicanal à l'époque, mais qui a aussi fait les investissements pour que cette plateforme e-commerce prenne la place d'une vraie plateforme de commande en boutique au sein des 300 magasins répartis en France, pour les vendeurs en boutique et adresser les commandes pour lesquelles les clients ne trouvaient pas les produits en magasin. J'ai essayé ma paire de chaussures en 37, il me fallait un 38, elle n'était pas disponible en boutique. Le vendeur avait la capacité pour le client de passer commande, d'encaisser le paiement et de faire livrer le client gratuitement chez lui directement dans cette logique-là. Donc on a pu très vite apporter des réponses aux clients de cette enseigne grâce à cette logique. Mais l'avantage aussi, c'est qu'en unifiant cette vision qu'on avait du client, de ses attentes, des manques, on a pu faire plusieurs choses. La première, c'est fluidifier le cycle de vie du produit. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on passait commande sur des stocks qui n'étaient pas le stock du magasin dans lequel je me trouvais pour trouver une réponse à mon besoin. Donc, on allait chercher les produits là où ils étaient et potentiellement sur toute la stratégie de retour, on renvoyait les produits là où les enseignes en avaient besoin et là où les boutiques en avaient besoin. On a harmonisé l'état des stocks, ce qui permettait d'être beaucoup plus efficace. Et puis la grosse leçon de ce projet-là, c'est que en ayant cette connaissance client très profonde sur leurs besoins, leurs désirs, ce qu'attendaient les clients de cette marque, on a pu identifier assez rapidement qu'on avait des manques dans l'assortiment pour cette marque sur des typologies de produits assez différentes. Le premier, c'est on était dans le fashion et on s'est rendu compte que les clients étaient prêts à acheter des produits auprès de cette marque, plutôt sur un secteur sport, running, produit qui n'était pas du tout proposé jusqu'à présent. Et puis, une partie de la clientèle qui était demandeuse de produits potentiellement un peu plus de meilleure qualité, en tout cas sur des budgets un peu plus importants. Ce qui nous a ouvert la porte à aller tester ce marché en faisant de cette plateforme une réelle marketplace, en allant recruter des marchands qui commercialisaient ces produits pour aller tester le succès de cette offre avant de l'uniformiser, de la développer concrètement. C'est là aussi, quand on disait qu'un projet de commerce unifié, c'est un projet qui est lié à la data, c'est cette connaissance qu'il y a derrière, c'est cette possibilité d'aller chercher des nouvelles typologies de produits, des nouveaux canaux qui vont émerger de toute façon parce que les nouveaux usages
vont émerger, on le voit tous les jours. La façon de vendre est dictée par les attentes du client. Tous ces projets-là permettent de capitaliser sur cette connaissance, se rapprocher de son client final et de mieux le connaître pour mieux l'adresser. Merci beaucoup Romain pour la présentation de ces deux cas. On arrive à la fin du temps imparti. Une question posée par l'audience et on revient sur cette notion de gouvernance et de gestion des ressources humaines. Quelqu'un qui nous demande quels sont les profils les plus à même de mener une stratégie de commerce unifiée et qui sont vous les interlocuteurs que vous rencontrez le plus chez vos clients. Alors si on revient sur ma réponse de tout à l'heure, le poste, le rôle, la mission des gens avec qui j'échange le plus en amont des projets, c'est évidemment les responsables de la transformation digitale au sein de l'entreprise. Ensuite, on a des typologies de profils qui peuvent varier en fonction de l'ADN des entreprises, c'est-à-dire que on a des cas où cette gouvernance est portée d'un point de vue informatique par les services IT et la DSI. On a des chantiers qui sont beaucoup plus portés par la responsabilité marketing et digital de l'entreprise pour impulser des choses qui ensuite vont ruisser sur différents services. Donc, quand on a la chance de bénéficier d'une personne qui a cette hauteur de vue et qui va avoir une vue globale sur l'activité digitale de l'entreprise et ses possibles transformations, c'est évidemment les points de contact privilégiés qu'on a aujourd'hui. Ensuite, c'est un peu une réponse de Normand, mais en fonction de l'ADN de l'entreprise et des responsabilités, des missions de chacun dans l'entreprise. C'est parfois beaucoup plus métier digital, parfois beaucoup plus IT et DSI. Très bien. Donc on voit en effet que voilà, il n'y a pas une réponse unique à faire, que ce soit sur ce sujet spécifique ou sur l'ensemble des sujets qu'on a pu aborder ce matin. Voilà, tout est vraiment question il y a des spécificités en tout cas au sein de chaque entreprise, donc qui demandent d'avoir une approche particulière. Et notamment, ce qui ressort peut-être le plus en finale de cette matinée, c'est que l'important, c'est de s'y mettre dès à présent pour pouvoir prendre de l'avance et faire face aux évolutions futures, que ce soit des évolutions de contexte ou encore réussir à greffer petit à petit des nouveaux canaux à ce qui est déjà en place. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. Merci Thomas, merci Romain. Si vous avez d'autres questions, voilà, l'audience qui a assisté à ce webinaire, vous pouvez contacter nos experts qui répondront de façon plus spécifique du coup à vos problématiques. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Merci Clément, à bientôt. Merci.